Mesdames et messieurs, bonjour, merci de préférer ce programme Dimanche, c'est politique. 3 sujets sont au menu de la rubrique l'hebdo des éditorialistes de ce 17 mars 2024. Nous parlons donc de la validation du nouveau code électoral par la Cour constitutionnelle. Il sera également question de la télévision numérique terrestre qui sera désormais démocratisée dans peu de jours et pour cause le kit qui passe de 18 000 francs CFA à 5 000 francs CFA. Et puis au Sénégal, l'actualité c'est aussi la libération de Ousmane Sonko. Avec moi pour développer ces différents sujets, mes confrères donc qui sont déjà en plateau. Adam Préteno, bonjour. Bonjour Marcus, bonjour également à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les confrères sur le plateau et spécialement à Lagbe avec qui je partage ce plateau qui est venu de Porte-Nouveau, qui le précise depuis longtemps. Oui. Merci donc d'accepter notre invitation, Adam Préteno. Vous êtes donc journaliste et analyste du quotidien Primeur Info. Également en plateau avec nous, Joël Alagbe, comme vous l'annoncez tout à l'heure, de l'emblème du jour. Joël, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers confrères sur le plateau et bonjour à tous ceux-là qui travaillent pour l'évolution de télé. Merci à vous aussi. Et puis le dernier invité, il a nom Stéphane Akinohosu. Il est journaliste de l'autre vision. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcus, bonjour à mes confrères qui sont au plateau avec moi. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de ETélé qui nous suivent en ce moment. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer désormais dans le vif du sujet avec ce premier sujet. Il s'agit donc du nouveau code électoral qui a été validé par la Cour constitutionnelle. Et donc, la journée de ce 13 mars a été assez longue, mais finalement, on pourra dire que la fumée blanche est sortie, Stéphane. Oui, comme tu l'as déjà si bien dit, effectivement, la fumée blanche est sortie. Je pense que les 7 sages de la Cour constitutionnelle qu'on attendait, que tout le peuple attendait d'ailleurs sur ce sujet, ont finalement dit le droit. Et en la matière, quand la Cour se prononce sur un sujet, il y a un rituel linguistique, c'est que quand la Cour parle, c'est la fin de la récréation. Les décisions de la Cour sont sans recours et je pense que quand on est dans un État démocratique et quand on est démocrate et que la Cour, qui est une institution juridique en dernier ressort, tranche, toutes les parties qui sont mises en cause sont obligées de s'aligner derrière cette décision de la Cour constitutionnelle. Et je pense que la posture que les partis politiques ont tendance ou ont pris goût à adopter est une posture louable. Cette posture qui consiste à se référer à la Cour constitutionnelle lorsqu'il y a des conflits d'intérêts politiques. Se référer à la Cour est une décision louable. Maintenant, quand on se réfère à la Cour, la sagesse voudrait qu'on puisse maintenant s'aligner derrière cette décision qui est prise par la Cour constitutionnelle, même si en l'état, même quand on dit que les décisions de la Cour sont sans recours, ces décisions n'excluent pas, je veux dire, les commentaires qu'on pourrait avoir. Peut-être que quand on finira par faire le tour, je pourrais revenir sur ces commentaires. Alors, dans notre jargon, on dit que les commentaires sont libres, comme vous le dites si bien, même si la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours. Oui, Adam Préteno, voilà donc les partis n'ont autre choix que de se conformer donc à cette décision de la Cour constitutionnelle, puisque cette affaire, parlant du code électoral, ça fait quand même un bon moment depuis le 5 janvier, 2 mois déjà, plus de 2 mois passés à parler de cette modification du code électoral. Oui, merci beaucoup. Il faut commencer par reconnaître qu'il n'y a jamais eu une élection sans modification du code électoral. Et il faut reconnaître que le code électoral est reconnu comme l'arbitre ou la VAR sur un terrain de jeu de football, comme je l'ai dit sur
un autre plateau. Et si on reconnaît le code électoral en tant que tel, on ne peut pas dire on veut jouer un match pour dire qu'il faut mettre l'arbitre à la maison ou bien dire à l'arbitre de ne pas faire usage de la VAR. Dans ce contexte, vu l'actualité, le développement de l'actualité, là où nous sommes aujourd'hui, le droit est dit. Et je peux dire qu'avant que le droit ne soit dit, c'est que ceux qui ont déposé des recours, ce sont ceux-là qui comprennent mieux les réformes contenues dans le nouveau code électoral. Je veux dire beaucoup plus nos amis du parti Les Démocrates qui, pour moi, ce sont eux qui comprennent mieux les modifications ou bien les réformes, les innovations contenues dans la réforme qui a conduit à la modification du code électoral, parce que vous auriez constaté qu'à la veille de cette décision de la Cour déjà, eux, ils appliquent déjà le contenu de ce code s'agissant de réunir les autres partis autour de soi, constituer le maillon, le noyau, être le parti plus fort, d'accord? Et si on est arrivé là, c'est la réforme du système partisan qui nous a conduit à cette étape. Et la réforme du système partisan voudrait que nous ayons des partis plus forts qui ont un ancrage national, que nous n'ayons plus les groupements d'associations de développement qui deviennent partis politiques. Et ce que nous constatons aujourd'hui, lorsque vous défendez le peuple ce n'est pas un conglomérat de personnes, ce n'est pas un groupe d'individus. Le peuple béninois, c'est de Kétou, d'accord, jusqu'à Malanville, et de, comment on appelle, des Anéhor de l'autre côté jusqu'à dans les zones du nord, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas une partie du pays. Donc vous constatez déjà que autour du parti les démocrates, il y a déjà ces, permettez-moi de le dire, ces micro-partis qui se sont déjà greffés pour quand même commencer par appliquer déjà le code électoral avant même que la Cour constitutionnelle ne valide ou n'accepte, confirme cette modification intervenue. Donc, je peux dire, pour m'aligner sur la même lancée que mon confrère Stéphane, je peux dire que les partis ont compris l'enjeu et savent déjà ce qu'il faut faire et ils sont déjà sur le terrain. Là où je vois la démarche du parti Les Démocrates, bon, permettez-moi de le dire, les démocrates, il faut que les partis de la mouvance se méfient, qu'ils ne s'endorment pas. Parce que quand eux ils vont vouloir se mettre à défendre, à toujours défendre ce qui se passe derrière, ils vont oublier le terrain, alors qu'aujourd'hui c'est un défi, les innovations du code lancent un défi à tous les partis politiques qui doivent aller davantage sur le terrain. Parce que quand on prend même l'Union progressiste qui se dit le plus grand parti politique, mais le parti est absent dans 2 circonscriptions. Alors que si vous êtes absent dans 2 circonscriptions... Tous les partis ne sont d'ailleurs pas présents dans toutes les circonscriptions. Tous les partis ne sont pas présents dans toutes les circonscriptions. Quand je prends le cas du plus grand parti politique, parce qu'on va se comparer à ce parti-là. Si tout le monde veut travailler, on se compare au meilleur et non au mieux. D'accord? On va dire que le meilleur est absent dans deux circonscriptions. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous progressez, soit vous régressez, soit vous êtes statique selon les lois de la physique. Donc, l'Union progressiste aussi on doit se comparer, en se comparant à l'Union progressiste aujourd'hui pour dire absent dans 2 circonscriptions, doit travailler davantage. Ceux qui sont présents, les partis qui sont présents dans 15 circonscriptions doivent travailler davantage pour progresser et ainsi de suite. Il y a un effort qui est demandé. Il y a un effort qui doit être fait, Et c'est en cela que je dis que les partis de la mouvance sont aujourd'hui piégés. Et si vous permettez, si je dois continuer, je pense que le parti qui est beaucoup plus menacé par cette innovation, c'est l'Union progressiste, le renouveau. On pourra revenir sur les détails parlant donc des partis politiques. Et oui, je vais donner la parole à Joël Alagbé sur la même question. C'est que les regards étaient tous tournés vers la Cour constitutionnelle, mais les sages de la Cour disent que toutes les dispositions du code électoral sont conformes à la Constitution. Toutes les dispositions. Merci beaucoup. Moi d'abord, je félicite et je vais commencer par les députés de la nouvelle législature. Je vais les féliciter parce que le député initie des lois, faut des lois et contrôle l'action gouvernementale. Donc, la loi qui a été votée dernièrement, quand les gens disent que la loi a été votée nuitamment, cette loi a été déposée par un député, même le président du groupe parlementaire de l'UP de Haut-Nouveau et le président du groupe parlementaire et les démocrates. Donc les 2 propositions de loi ont été jumelées pour pouvoir être étudiées et c'est ces 2 propositions de loi qui ont été votées et les gens ont apporté des amendements.
Donc, je peux dire que les deux tendances au niveau du Parlement ont contribué au vote. Je ne veux pas aller voir les résultats. L'essentiel, c'est que la majorité a voté. Et quand la majorité a voté, on dit l'Assemblée nationale a adopté à Porto-Novo cette proposition de loi et c'est signé le président de l'Assemblée nationale. Après l'adoption, vous avez constaté le président de la République, avant la promulgation d'une loi, il doit demander si la loi ne pose pas problème, si la loi ne gêne pas notre constitution et autres pour voir la mise en conformité. C'est pourquoi il a écrit aux 7 sages de la Cour. J'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux, j'ai suivi un peu aussi certains confrères qui ont relayé et autres. On dit, la Cour va casser, là on va faire ceci. Mais moi, bon, les articles qui ont été touchés, moi, personnellement, je n'ai rien vu de grave. Elle dit, personnellement, je n'ai rien vu de grave et elle vu que cela ne fait que renforcer le système partisan. Et cela ne fait que régler nos problèmes au Bénin. Le problème que nous avons au Bénin, c'est la misère. Ceux qui se lèvent pour créer de partis politiques, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être président, tout le monde veut être secrétaire de parti, tout le monde veut être président même les associations de développement, comme l'a dit tout à l'heure mon frère. Pourquoi on veut être toujours chef de parti? On ne peut pas se mettre ensemble comme on le constate à l'extérieur et autres. Je vous jure, j'étais très content. Et au final, je vous allez voir qu'au Bénin, on va arriver à avoir 2 partis ou 3 partis au Bénin. Là, les oui qu'on voit là, un peu partout, tel est président de tel parti, tel est président, c'est fini. Hein? Je vous dis, c'est fini. J'ai suivi la déclaration les démocrates associés d'autres partis de l'opposition, ceux-là qui sont associés, en dehors des démocrates et FCBE, ceux que vous voyez, est-ce qu'ils ont un élu chef quartier? Ils n'ont pas. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de faire une fusion. Ils sont obligés de fusionner ces partis-là, qu'on peut appeler des micro-partis au niveau même des partis qui se disent de l'opposition. Il y a d'autres aussi au niveau de la mouvance. Hein. Il y a d'autres aussi au niveau de la mouvance. Dans les camps. Oui, qui n'ont même pas un élu. Et qui sont des partis qui se disent partis politiques. Et chaque fois, ils veulent opiner et autres. Eux tous, ils sont obligés de fédérer pour pouvoir nous donner, au final, vous allez voir, on aura 3 partis ou 2 grands partis. Si cette loi est restée comme ça, moi je veux même que cette loi-là, que le chef d'État va promulguer d'ici quelques heures ou bien d'ici quelques jours, là, si on peut laisser ça comme ça, même pour toujours, je vous jure, on aurait réglé un grand problème. Alors lorsqu'on suit Joël Alabé, on sent que oui, le Bénin est en train de faire son cheminement en matière de démocratie et donc en matière de système partisan qui doit être assez normal puisque nous ne devons plus avoir des partis, de petits partis. Voilà, donc oui, Stéphane, la Cour a tranché, le parrainage n'a pas de problème, les accords entre partis, c'est possible. Et donc, tout ce qui se retrouve dans ce code, on pouvait s'attendre à ce que, ne serait-ce qu'une petite virgule soit peut-être déplacée, mais finalement, tout a été validé comme une lettre à la poste. Oui, tout a été validé. Je ne voudrais pas remettre ici en cause la rectitude intellectuelle, morale ou des 7 sages de la Cour constitutionnelle, parce que nous savons qui sont ceux qui sont à la Cour aujourd'hui. Leurs compétences et leur expérience en matière de constitution ne sont plus à remettre en cause. Toutefois, je pense que quand Joël parlait tout à l'heure, j'ai eu quelques éclairs. C'est vrai que l'une des actions phares, des actions politiques, réformes politiques menées par le chef de l'État, Patrice Talon, qui devrait réjouir tous les acteurs politiques, c'est le renforcement du système partisan. Ben, quand on lit ce code, on peut avoir comme l'impression que le souci qu'on a de renforcer ou de donner plus de pouvoir aux partis politiques a tendance à porter entorse à la liberté de conscience. À la liberté de conscience, à mon avis. Parce que je veux dire que
Un parti politique, c'est des lignes, c'est une vision, c'est des orientations. Ou vous partagez, vous êtes dedans, ou vous ne partagez pas et puis vous démissionnez. Mais il se peut, parce que quand on dit parrainage, c'est vrai que c'est le parti politique tel que c'est conçu aujourd'hui, c'est le parti politique qui investit, c'est le parti politique qui vous positionne, c'est le parti politique qui vous met. Mais est-ce qu'à un moment donné, au cours de l'action, des enjeux politiques ne peuvent pas amener un acteur politique à dire, si mon parti a telle position, j'estime que je pourrais ne pas avoir cette position. C'est une question. Je comprends la démarche éthique ou la démarche morale qui soutient cette idée. Mais c'est une interrogation. C'est une interrogation. Il ne faudrait pas que ce souci de donner plus de pouvoir aux partis politiques aliène complètement l'homme politique qui se trouve être dans un parti politique. Mais d'aucuns vous diront également que dans les partis politiques, le débat peut se mener si je suis vous n'êtes pas d'accord. C'est pourquoi je dis que c'est une interrogation, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude. Parce que n'oubliez pas que quand on confère un pouvoir, à quelqu'un, il a toujours tendance à en abuser. Et donc, ce pouvoir qu'on est en train de donner aux partis politiques pourrait donner lieu à des déviances que la loi pourrait ne pas contenir. Donc, c'est une inquiétude qui peut paraître bizarre, mais qui est quand même sous-jacente. Deuxième chose que je trouve qu'on pourrait dire, c'est que quand le code détermine le nombre de suffrages, par exemple, qu'on pourrait avoir, alors que il revient aux députés la prérogative, n'est-ce pas, donc, de pouvoir dire, selon la loi, qu'ils votent le nombre de suffrages qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dichotomie? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dichotomie? C'est une inquiétude que moi j'aimais juste. Je comprends la démarche. Et je suis tout à fait d'accord avec les sept sages qui ont estimé que ce code n'était pas ou n'est pas anticonstitutionnel. Mais il y a quand même des germes d'inquiétude sur lesquels il convient quand même de mener des réflexions qui ne sont pas forcément pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que les lois, vous savez, le code qu'on est en train de réaménager aujourd'hui, on l'avait utilisé par le passé. Et c'est parce qu'à un moment donné, on a senti qu'il y avait un blocage, qu'il y a eu la nécessité, que la Cour même s'est dit qu'il y a nécessité de revisiter le code. Donc j'estime qu'à un moment donné, il serait très intéressant qu'on puisse analyser tous les enjeux politiques avant de légiférer dans le moment. Parce que le moment peut passer, mais les enjeux peuvent demeurer. Donc c'est juste des inquiétudes que moi, je suis en train d'émettre. Donc c'est juste pour dire que je m'aligne derrière la logique de Joël, sauf que le renforcement du système partisan ne doit pas ôter à l'individu sa liberté. Oui, la liberté, et c'est souvent le débat qui se mène actuellement lorsqu'on parle de la question des parrainages. Les députés sont-ils vraiment libres? Tel qu'il a dit tout à l'heure Stéphane, c'est le processus démocratique qui est également en cours, parce que lorsqu'on compare la démocratie avec d'autres pays qui ont cette pratique déjà dans leur germe, c'est que ce n'est pas d'hier que ça a commencé. Ça a commencé également depuis des centaines d'années, pourquoi pas. Et donc, on pourra dire, le Bénin fait également son petit bonhomme de chemin. Adam Préténan. Je suis très content d'écouter Stéphane, et je voudrais quand même dire, j'ai un message qui parle de démocratie, et une démocratie qui ne peut pas participer au développement est un levier sans appui. D'accord? D'où venons-nous? Faisons le diagnostic de notre parcours. D'accord? Faisons le diagnostic de notre parcours et faisons le diagnostic du peu de temps de maturité qu'a connu et la réforme du système partisan. D'accord? Et le problème que nous avons majoritairement quand vous parlez des partis politiques au Bénin aujourd'hui, avec le système que nous avons, c'est que les tests, ou bien le premier test du Bénin a été élaboré sur des suspicions et la méfiance. C'est-à-dire, on pense toujours qu'un test est élaboré pour écarter
ou Y, ou empêcher X ou Y. Alors que le même mot finit. Que le même test sera applicable à tous ceux qui participent à ce jeu. J'ai ramené le débat un peu plus bas, excusez-moi. Je me suis dit, voilà ceux à qui nous allons tendre le micro après les examens du BEPC, du CEP, du baccalauréat, pour apprécier le travail de nos apprenants dans les écoles et dans les universités. D'accord? C'est à ceux-là nous demandons aujourd'hui que pour dire, si vous devez aller à une compétition électorale, si vous devez nous représenter désormais, si vous devez prendre la parole en notre nom, vous devez avoir 15 de moyenne. Je suppose 15% là, ça fait 15 de moyenne. Mais qui commence par crier? Quel exemple nous sommes en train de donner aux petits-enfants ou à nos petits-fils? J'ai ramené le débat à ce niveau pour montrer que quand je parlais déjà des défis qui attendent les partis politiques, c'est-à-dire quoi? Il faut aujourd'hui que les partis réactualisent les tests à leur niveau. Quand je parle de ça, c'est l'école des partis politiques. Si effectivement l'école des partis politiques fonctionne, et on sait que Émeric, excusez-moi de prendre cet exemple, Émeric Alagbé est tel militant à tel niveau, il a été chef sous-section ou bien section, ou bien il a été responsable au village, au niveau du village. Aujourd'hui, avec ses performances, nous le portons encore pour aller nous représenter au niveau de l'arrondissement, au niveau de la commune, au niveau départemental ou bien au niveau de la circonscription. Le jour où Émeric va prendre la parole ou bien va dire je suis candidat pour être maire ou bien pour être député, je ne pense pas que dans son parti, il doit avoir quand même, tout le monde ne peut pas être d'accord. Si tout le monde est d'accord avec toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Il doit y avoir des gens qui vont dire non, nous ne sommes pas d'accord avec Émeric, mais son parcours nous permet de le soutenir. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, avec ce test, on encourage le militantisme à travers la réforme du système partisan, au-delà de la recherche de la cohésion nationale qu'on veut rechercher à travers ce. On renforce également le militantisme. Parce que aujourd'hui, vous n'allez plus voir un outsider, et permettez-moi d'utiliser ce mot, quelqu'un sorti de nulle part pour dire je suis candidat. Vous avez dans ce pays, on a nommé même des ministres, et que c'est sur Internet, vous allez pour chercher même son portrait. C'est-à-dire son parcours là, ce n'est pas au Bénin. Peut-être il est né à Paris, il a grandi là-bas, il est né quelque part. Donc, vous voyez, et vous militez, c'est vous qui criez, ohé, ohé, vous criez tout, vous faites tout, le militant fait tout, mais c'est une autre personne, vous voyez, de nulle part qui vient. Je pense que d'une manière ou d'une autre, lorsque ces problèmes seront réglés, ces tests seront vraiment appliqués dans les conditions et les partis vont s'inscrire dans cette dynamique. On va régler beaucoup de problèmes, c'est-à-dire encourager le militantisme, parce qu'aujourd'hui, quand vous créez, vous allez dans les partis, vous écoutez les militants, il y a ça murmure. Ça murmure, ce n'est pas que tout est rose, il y a déjà ça murmure. Donc, on va régler ces problèmes. Ça murmure parce que celui qui est venu, c'est que, bon, telle personne peut m'acheter de l'eau à boire. C'est à lui, je lui fais confiance, il est bon dans ce domaine, c'est à lui, je confie. Je ne peux pas commencer par apprendre à quelqu'un comment m'acheter de l'eau à boire et maintenant, je vais perdre de temps. Donc, c'est un peu cette perception-là que nous devions avoir, parce que qu'est-ce que nous recherchons? Tout le monde crie démocratie. Il faut que notre démocratie participe véritablement au développement. On crie cohésion nationale, régionalisme. C'est tout ce que nous combattons. Si c'est tout ça là, on recherche et que nous voulons avoir une économie solide. Si nous devons avoir une économie solide, il faut que ceux qui participent à la consolidation de cette économie soient des hommes responsables, qui comprennent également l'enjeu, qui peuvent concevoir des documents économiques, qui peuvent concevoir des documents politiques. Vous prenez aujourd'hui, on dit que, excusez-moi, on dit à l'Assemblée nationale, les gens ne prennent pas la parole. Quel est le parcours de ce dernier? Et c'est pas quelqu'un a les moyens, c'est pas parce que j'ai les moyens que je suis leader. On vote pour le responsable, mais le leader se dégage du lot de tout le monde. On vote donc. Il faut qu'on puisse aller à l'école politique, on puisse dire aux gens, voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez atteindre tel niveau, il faut que vous soyez votre image. Lorsque vous devez prendre la parole en public, lorsque vous devez prendre la parole au nom de telle communauté, voilà comment vous comportez. Et c'est l'école des partis. Et c'est l'autre défi qui attend les partis désormais. Et au-delà de ce que les partis doivent avoir un ancrage national qui est un défi pour tout le monde, c'est l'autre défi. Il faut que l'école des partis fonctionne. Il faut qu'on apprenne aux gens à vivre ensemble. Si nous ne vivons pas ensemble, si l'homme du sud reste au sud et il fait le développement du sud ou bien fait le développement du quartier et l'homme du nord reste au nord, le Bénin ne sera pas une nation. Risque d'être disloqué. On vous aura compris, Adam Péténon, sur la question. Oui, Joël Émeric Alagbé,
on a tendance à voir que ce processus démocratique suit son cours, et lorsqu'on se réfère donc à l'avènement de cette démocratie en 1990, oui, certes, il y a eu des erreurs peut-être qui ont été commises. On a parlé du multipartisme, mais le multipartisme n'est pas un synonyme d'anarchisme, et c'est ce à quoi on voudrait corriger. On parle des partis qui doivent être capables d'être représentés sur l'ensemble du territoire national et non dans un arrondissement ou dans une seule commune. Et ce sont sur ces différentes questions que d'aucuns, notamment ceux de l'opposition, pensent que ouais, la loi a été réglée pour empêcher tel ou tel de pouvoir accéder au pouvoir. Merci bien. Avant d'aborder cela, je veux dire un mot par rapport au parrainage. Par rapport au parrainage, on dit qu'il y a les uns et les autres qui sont frustrés et autres. Ils sont frustrés par rapport à quoi? Ils sont élus eux-mêmes députés, ils sont élus eux-mêmes maires. Vous voyez, les militants se gênent, ils élisent les élus municipaux et autres, on désigne le maire, ils élisent le député, et il va se lever un jour et quitter sur le chemin du parti et il va se vendre très cher pour dire qu'il veut soutenir quelqu'un d'autre. Alors que c'est le parti qu'il a élu. Sans le parti, il ne serait pas élu député. Sans le parti, il ne serait pas élu maire. Vous ne savez pas ce que le code a corrigé? Le code a corrigé beaucoup de choses. Ce qui veut se passer dans 18 mois au Bénin, les gens vont vendre même le parrainage, même à 50 millions, 100 millions. Les gens vont vendre le parrainage, quitter leur parti politique pour aller parrainer tel candidat et tel candidat. Donc, c'est pour vous dire ceci, que vraiment, ceux qui ont fait les amendements, les gens l'ont vu sur les réseaux, les gens ont attaqué Laurent Augustin Robert Blanc, c'était lui le... Notamment sur certains de ses propos lors du vote. Et c'était lui qui avait porté les amendements et tout ça. Mais moi, je les félicite et je les encourage. Ça a réglé beaucoup de choses. Quand tu es d'un parti politique, le parti a tracé sa ligne. Le parti a tracé sa ligne. Tout le monde doit suivre la ligne du parti. Tu es dedans. Quand on dit qu'il n'y a pas la démocratie, non, il y a la démocratie dans les partis. Et il y a la démocratie dans les partis. Quand j'ai suivi un peu ces temps-ci l'Union progressiste, le renouveau, mais ils sont en train d'installer les cellules dans tous les villages, tous les quartiers du Bénin. Et ils sont en train de faire ça de façon démocratique. Et les gens se réunissent et on dégage les leaders. Et ils sont en train de monter. Je crois qu'ils sont allés valider à Parakou avec l'ADN. Ils doivent être en train de faire l'ADN à Parakou actuellement pour aller valider ces listes-là et lancer les sous-sessions. Ils ont commencé, certes, ils ont commencé par le sommet, mais après, ils ont décentralisé pour commencer par la base. Donc, il y a la démocratie. La démocratie, là, c'est à partir des quartiers, dans les partis, à partir des cellules, à partir des sous-sessions, des sessions, et au niveau des circonscriptions électorales, département jusqu'à monter au sommet. Pourquoi les gens veulent que la démocratie se fasse au niveau du sommet? Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a la démocratie dans les partis politiques. Les partis dans lesquels il n'y a pas la démocratie, c'est les partis qui n'ont jamais eu d'élu. Ou c'est Is qui est président, qui chaque fois c'est lui qui fait communiquer, chaque fois c'est lui qui veut aller sur le plateau pour parler et autres. C'est ces partis-là, il n'y a pas la démocratie. Je prends chez les LD. Pourquoi chaque fois on voit le député Mitokwe pour pouvoir faire une conférence de presse pour dire c'est parce que c'est le rôle qu'on lui a donné. Pourquoi des fois au niveau des démocrates on voit le député Nouré Nachari quand il s'agit des trucs parlementaires, c'est lui le président du groupe parlementaire, etc. Chacun a son rôle qu'il joue et c'est une organisation. Maintenant je reviens par rapport à l'ancrage des partis politiques. Ce que le code nous demande, ce que le code demande à tous ceux-là qui se disent chefs de parti aujourd'hui ou bien responsables à divers niveaux. Vous êtes, d'autres même se disent, ils sont élus, le député c'est un élu national, c'est un député de la nation. Vous êtes tous des députés de la nation et votre parti n'a même pas de militants dans telle circonscription électorale, n'a même pas d'élus. Vous représentez quelle nation? Vous avez dit que c'est un parti de, je dirais par exemple, c'est un cas de 15 circonscriptions électorales ou bien un parti de 22 circonscriptions électorales. Toutes les circonscriptions doivent être représentées. Vous devez travailler maintenant, aujourd'hui, à enraciner votre parti partout.
dans les 546 arrondissements que nous avons au Bénin. Et c'est de là on parlera d'un parti national. Mais on a fini avec les partis de région et tout ça. Les gens savent qu'ils ont du boulot à faire. Les gens savent que ça serait difficile pour eux de faire des conceptions. Je donne l'exemple de la fusion qu'il y avait au niveau de l'SUP et l'SPRD. Vous savez que ça a frustré beaucoup. Il y a beaucoup qui ont perdu leur poste au détriment de l'autre. Il faut contenter ceux qui sont venus. Donc, c'est ça que les gens sont en train de voir. Au niveau, par exemple, de l'opposition, s'ils doivent tous se mettre ensemble, mais il y a des gens au niveau des démocrates qui étaient à des niveaux donnés, mais qui vont laisser pour qu'on donne de place aux autres. Et c'est ça qu'on nous demande. Pour construire, nous ne devons pas dire qu'il faut que je sois là nécessairement. Il faut servir. Et même à la touche, tu peux travailler, on va dire, ah, ce monsieur, il est en train de beaucoup faire, il faut le prendre. Il faut même laisser celui qui a la tête pour prendre cette personne. Il faut suivre maintenant une dynamique. La dynamique, c'est travailler partout au plan national. La dynamique, c'est d'être représenté partout. Il a donné l'exemple pour dire que même l'Union progressiste, le renouveau, est en danger. Ils ne sont pas dans les 24 circonscriptions électorales. Ils sont dans 22 circonscriptions électorales. Il est vrai qu'il y a l'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, ce n'est pas un truc nouveau. Quand on voulait désigner les maires, il y a eu accord de gouvernance. La loi avait prévu ça. La loi modifiée sur la décentralisation avait prévu ça. Donc c'est ça, il y a des fois on voit UP et BR quelque part, ils se sont entendus pour pouvoir tel maire, tel agent au maire, ainsi de suite, et FCB aussi, ainsi de suite. Donc cet accord-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose, je suis du parti LD. Je n'ai pas pu réunir ce qu'il faut, dans le pourcentage qu'il faut, 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Il me manque peut-être 2 circonscriptions électorales où je suis en accord avec FCBE. FCBE a réuni dans les circonscriptions où moi je n'ai pas réuni. On met ça ensemble pour pouvoir faire le calcul. Si ça atteint 20% pour vous les deux, ça veut dire que vous êtes éligible au partage du siège. Et cet accord est notifié au président de la Sénat avant de dire au moment où vous êtes en train de déposer les dossiers. Pour dire, je suis en accord de gouvernance et les 2 chefs de parti signent. Et vous déposez sur vos différents dossiers. Là, c'est-à-dire, ce n'est pas une alliance. Beaucoup pensent que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance. C'est comme ce qui se passe au Parlement aujourd'hui. Ça ne se dit pas, mais on peut dire qu'il y a accord de gouvernance au Parlement. Quand vous prenez le bureau de l'Assemblée, même si on dit qu'il faut que la minorité parlementaire soit représentée, le renouveau peut mettre le BS seulement dedans. Ils sont de la minorité parlementaire. Comme les LD aussi, ils sont de la minorité parlementaire. Mais eux tous sont représentés au bureau. Les 7 membres du bureau, vous voyez toutes les tendances. Donc il y a accord de gouvernance. Qu'on le veuille, ce n'est pas un truc nouveau, mais on a voulu officialiser ça, formaliser ça au niveau des partis politiques. Des partis politiques pour renforcer plus le système partisan. Oui, je reviens à vous tout à l'heure, oui, Adam Fouettenon, lorsqu'on voit le contexte actuellement qui se propose là, oui, les partis de l'opposition, on a compris que ça criait beaucoup, mais aujourd'hui, comme l'a dit Adam, on a senti déjà un petit regroupement, puisqu'auparavant, par le passé, on a vu une guéguerre entre, lorsque vous prenez les démocrates et la FCBE, voilà, mais aujourd'hui, vous voyez des responsables de la FCBE qui disent que oui, nous sommes de la même famille, on ne s'est jamais fait la guerre, et voilà, nous regardons devant pour aller arracher cette victoire-là. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand le chef de l'État rencontrait les leaders des démocrates en 2019, il leur a dit « ça ne sert à rien de rentrer dans les rues, de crier si j'étais à votre place avec cette loi, je me battrais pour aller aux élections ». Et je pense que les démocrates sont obligés de rester aujourd'hui dans cette posture. Parce que quand une loi est votée, personne ne peut plus aller outre. Voyez-vous, personne ne peut plus aller outre. Si vous allez outre, c'est que vous êtes devenu un délinquant. Donc je pense qu'aujourd'hui, les démocrates sont conscients du fait qu'ils sont obligés de mouiller les maillots, d'aller sur le terrain, de faire des conciliabules politiques, de faire des alliances politiques. Et c'est heureux de voir les démocrates et le parti FCBE ensemble
pour des défis politiques qui aujourd'hui s'imposent à eux. C'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que cette alliance va leur permettre... Fusion peut-être. C'est bon, cette fusion, je veux dire... Il n'y a plus d'alliance. Voilà. Est-ce que cette fusion va leur permettre de sortir la tête de l'eau? Parce que le code est clair et c'est très bien conseillé. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. De toutes les façons, ils ont tout intérêt à mouiller le maillot pour sortir la tête de l'eau. Et quand on voit leur activisme ces derniers temps, je pense qu'ils sont décidés. Si les partis de la mouvance présidentielle, UP et BR, pensent que, parce que les donnes changent, les donnes politiques changent. Personne ne savait que les démocrates allaient faire cette remontada pour avoir 28 députés à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, il n'y a pas de victoire politique dans un temps à la faveur du vote de ce code. Tout va se jouer sur le terrain et tout va dépendre de la détermination de chacun. Donc, il ne faudrait pas que l'UP ou BL se disent, bon, ok, tel que nous on voit les choses, ça pourrait nous avantager, etc. Non, pas du tout. Le jeu est complètement ouvert et tout peut se faire, à mon avis. Oui, Adam Foueteno, sur la question avant qu'on ne boucle le sujet. Je voulais prendre la parole à la suite de Émeric. Quand on prend les partis, ce que je trouve dans ce code, j'ai une observation un peu critique sur l'article 40 qui, ma foi, donne trop de pouvoir aux responsables de parti. C'est-à-dire quoi? Lorsque le parti décide d'accorder le parrainage à INS et que vous êtes peut-être un élu aujourd'hui, vous n'accordez pas, le président du parti peut-être à vouloir, lors des positionnements qui vont suivre, peut vous cisailler en tant que militant sur la base, parce que n'oublions pas que les gens ne vont pas encore dans les partis politiques par idéologie. Les gens ne suivent pas encore l'idéologie. C'est ce code-là qui va désormais forcer les gens à voir, non, lorsque je vais aller dans tel parti, ce n'est plus du suivisme, ce n'est pas parce que Stéphane est mon ami et il mouille les maillots de ce côté-là, je vais. Parce que vous pouvez ne pas être d'accord, mais lorsque vous partagez l'idéologie du parti, vous y restez. Donc, il va falloir revoir un peu à ce niveau-là, parce que moi, je sens, ma foi, que les responsables de parti sont trop renforcés. Parce que le président peut décider que c'est telle personne qu'on va soutenir pour les élections présidentielles, et c'est à telle personne. Parce qu'on dit que lorsque le parti décide d'accorder le suffrage à telle personne, vous n'avez plus le droit. De là, l'intérêt de la démocratisation à l'intérieur même des partis. Au niveau des partis. Donc, moi, je pense que ça reste ma lecture. Ça reste ma lecture de l'article 40 du nouveau code qui a été voté. Donc, moi, qui incite par ailleurs à ce que les gens partagent véritablement l'idéologie des partis avant d'y aller. Et ceux qui crient victoire, moi, je voudrais toujours attirer l'attention des gens de la mouvance. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, quand la question d'idéologie n'est pas encore partagée, d'accord, et qu'on crie victoire après le vote du code électoral, c'est un piège. Parce que si les Béninois doivent voter désormais, prochainement, sur la base du résultat, parce que c'est les résultats, on regarde, la proximité, c'est qu'on va voir beaucoup plus le parti qui a plus gouverné. Et quand on prend aujourd'hui, c'est l'UP, le renouveau, pour ce qui est plus proche des militants à la base, et le bloc républicain, parce que les démocrates ne sont représentés dans aucune commune, ne dirigent pas une commune, et c'est sur la base de ces résultats-là qu'ils seront évalués en 2026 pour pouvoir désigner les candidats qui vont continuer. Donc, ils ont un grand travail à faire à ce niveau. Donc, cette victoire, peut-être, on a porté une loi qui est passée. C'est une courte victoire qui appelle à un grand défi d'aller sur le terrain, de travailler véritablement, d'inciter les maires, les CA qui sont désignés par endroit, de travailler véritablement pour porter la vision de la population à la base, que les cellules qui seront installées ou bien les associations, les courants politiques, bon, ce n'est pas encore perceptible au niveau de l'UP, le renouveau, les courants politiques, et également au niveau du Parti Les Démocrates. Ce n'est pas encore perceptible les courants politiques, les mouvements de masse. On n'a pas encore constaté comment le bloc républicain, par exemple, qui a l'OJBR et le mouvement de masse des femmes. Il va falloir activer également tous ces courants
pour qu'on puisse sentir véritablement le fonctionnement du parti, le militantisme, que le dernier militant puisse se sentir par rapport à ce qui se fait. Et ceux qui veulent intégrer les partis partagent véritablement l'idéologie et que les tests des partis soient vulgarisés jusqu'au dernier militant. Oui, Joël, sur la question, oui, l'élection ou les élections générales de 2026 constitueront donc un test pour ce code électoral et donc pour ces partis qui doivent vraiment montrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Bon, vous savez, il faut faire une différence entre c'est la élection générale, mais élection municipale et élection législative, ceux de la séquenciation, d'une séquenciation électorale, ou bien ceux des arrondissements qui sont des circonscriptions au niveau des élections municipales. Mais les gens veulent voter pour ceux qu'ils voient tous les jours. Les gens ne veulent pas voter pour Talon, ni Yahi, ni ABT, ni Djokbenou, ni les autres chefs de parti. Les gens veulent voter pour celui-là qui est là, dans la circonscription. Et chaque fois on les voit, quand ils ont un souci, le monsieur est là pour eux. Les gens veulent voter pour lui. Les gens veulent voter pour celui qui peut être là pour que, au niveau d'un quartier, le chef quartier soit favorable à ce petit peuple du quartier. Les gens veulent voter pour ceux-là qu'ils voient tous les jours. Ce n'est pas un truc national. Ce n'est pas un vote national. C'est un vote circonscription par circonscription électorale. Pas commune, arrondissement par arrondissement. Donc, les gens feront campagne. Elle dit que c'est la plus belle des élections qu'on aura en 2026. Les gens feront campagne pour eux-mêmes. Et quand tu fais, je suppose que je suis positionné pour être conseiller municipal. Adam est positionné pour être député. Adam et moi ne s'entendons pas. Je n'irai pas faire campagne pour dire votez pour moi, ne votez pas pour Adam. C'est le parti. On va voter pour la paix, on vote pour le logo. Quand on vote pour le logo, c'est ceux qui sont positionnés qui bénéficient. Donc, ça serait difficile que ceux-là qui ont déjà leur fief là, ça serait difficile qu'ils perdent leur fief. Bien au contraire, les gens peuvent gagner un peu compte tenu de certains contextes et autres, tout ça. Mais tu veux voter pour ton fils. Tu veux voter pour celui que tu connais. Donc ça serait difficile, ça serait très difficile à ceux-là qui doivent aller faire de conquêtes et autres. Et les gens ont laissé l'essentiel pour passer, je dirais à la théâtralisation ou bien les meetings là, les grands meetings qu'on a observés ces derniers temps, on dit bon, je suis contre la révision de la Constitution, je suis contre ce truc-là, je suis contre. J'ai dit, ces trucs-là, moi je disais, mais que c'était une perte de temps. Les gens doivent travailler pour pouvoir enraciner leur parti au niveau des villages, au niveau des quartiers. Là, le problème ne se pose pas. Quand les gens déposent les listes, ce n'est pas ABT qui fera la liste des militants BR. ABT va signer. Les listes quittent les circonscriptions électorales. ABT ne connaît pas tous les militants au niveau des circonscriptions électorales. Ce n'est pas Yahi qui fera la liste. Les gens vont faire, les listes vont quitter la base, faire le sommet. Et ils peuvent faire des ajustements. Ne me dis pas que c'est Djokbenou qui fera la liste. Moi, je viens de Porte-Novo. Est-ce que ceux de l'UP, au niveau de Porte-Novo, c'est Djokbenou qui fera la liste? Les gens vont envoyer. Ils peuvent arbitrer quand les gens ne s'entendent pas. C'est comme ça. Pratiquement trois grands chefs de parti là, c'est leur rôle qu'ils doivent jouer. Ils font pas. Comment ils vont griller quelqu'un? Tu as dit, quand elle ne suit pas telle ligne, on peut le cisailler, on peut faire ceci et autres. Il y a la discipline dans ce parti. Il y a la discipline. Mais moi, je voulais demander même aux chefs de parti de commencer par discipliner les militants. Mais d'abord eux-mêmes soient disciplinés. Non, de commencer par, quand je viens, de commencer par discipliner les militants. Je pense parce que j'ai suivi ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Il y a des partis qui sont sur une ligne donnée. Il y a ceux qui se disent même élus, des élus, qui se lèvent, mais qui vont contre la ligne de leur parti. La discipline de groupe exigerait... la ligne de leur parti. Et les présidents de ces partis ne disent absolument rien. Ils ne disent absolument... Ouais. Normalement, même avant qu'un militant, un bon militant d'un parti, se lève pour dire... Pour finir avec vous, pour dire, je vais aller intervenir sur peut-être une chaîne de télévision m'a invité. Il doit informer sa hiérarchie. C'est ça qu'on appelle la discipline. Et le sujet, on doit lui donner, on doit lui tracer la ligne à suivre.
Et s'il n'est pas informé de la signature, on doit lui donner des directives. C'est pourquoi je te rejoins par rapport à l'école des partis politiques. Il faut former les militants, il faut former les élus. Et il y a des députés qui ne peuvent même pas animer une émission. Tu vas les inviter pour une émission. Bon, ça serait difficile. Mais c'est difficile. Progressivement, nous allons venir à ça. Mais il faut les former. Oui, on vous aura compris, oui, puisqu'on n'est tenu par le temps. Rapidement, avant d'aborder le prochain sujet. Oui, en fait, je voudrais juste dire que nous avons cette tendance à vouloir régler les problèmes fondamentalement par les lois. Vous voyez, Joël tout à l'heure et puis Adam disait tout à l'heure il faut aller vers les partis écoles, etc. Je pense que les réformes politiques ou les amendements qu'on peut apporter à un code électoral doivent être en prélude à une démarche consensuelle, de manière à ce que tous les acteurs politiques doivent comprendre l'enjeu. Parce que les gars, si vous me permettez d'utiliser ce terme, étaient dans un système. Ils étaient dans un système. Maintenant que vous voulez ramener un nouveau système, qui est d'ailleurs mieux... On ne va pas attendre l'adhésion également de tout le monde. Je pense qu'il faut d'abord procéder à une éducation. Il faut procéder à une éducation. Avec le temps, ça pourra venir avec aussi. Le temps, oui. Mais la nature, vous chassez le naturel et il reviendra au galop. Donc je pense qu'il faut aller par... Stéphane, permettez à Adam de finir définitivement. La question est réglée à partir de 2019. Les démocrates, les militants de démocrates aujourd'hui, hier, n'étaient pas d'accord avec la réforme du système partisan. On a empêché tout, mais on rattrapé le train en marche. Aujourd'hui, on a pu constater qu'à l'Assemblée... Avec douleur, hein? Oui, dans la douleur. Aucune réforme ne se fait pour le plaisir de quelqu'un. On peut dégager dans notre... Quand les gens prennent la parole à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous constatez que c'est tel courant qui est en train de parler et ça nourrit véritablement le débat parlementaire. Moi, je prends du plaisir à suivre les démocrates. C'est vrai que le nom, ils sont 28, mais on a au moins 6 qui prennent véritablement la parole et quand ils prennent la parole, vous êtes fiers de ce qu'ils disent véritablement et également, vous constatez véritablement que c'est tel courant qui se prononce sur l'actualité nationale et c'est digne. Ça honore notre pays. Je pense que les réformes, les gens vont rattraper. Ce qu'on peut, en conclusion, il faut même plus encore renforcer le système partisan. Et c'est ce qui est d'ailleurs en cours actuellement. L'État finance les partis politiques. L'État finance les partis politiques. On pourra revenir sur le financement parce qu'on ne pourra pas aborder tous les aspects sur ce plateau. On est tenu par le temps et là le prochain sujet c'est bien évidemment donc la télévision numérique terrestre, puisqu'une annonce a été faite depuis quelques jours et donc désormais les kits pour accéder à cette télévision passent de 18 000 à 5 000 francs, même si ce n'est pas encore effectif, peut-être le 1er avril prochain. On sent puisqu'on dit l'accès à l'information est un droit également à la population et on sent cet effort qui se mène actuellement. Oui, d'abord, tout le monde avait apprécié le Conseil des ministres qui a statué sur ça et aujourd'hui de 18 000 à 5 000 francs et compte tenu de ce que chaque Béninois vit, c'est un effort. C'est un effort, mais qui sont ceux-là qui suivent la télévision aujourd'hui, qui sont ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce que le peuple même, quand chacun se lève et dit le peuple, là, chacun a son peuple. Donc, mais comment vulgariser cela? Et donc, il faut réellement que tous ceux-là qui sont nos élus, c'est-à-dire des chefs quartiers jusqu'au sommet, que chacun puisse vulgariser cela et que tout le monde puisse être au courant en disant, quand je me rapproche de l'hôtel de ville, de ma commune, j'aurai assez pour pouvoir acheter ce kit et être aussi informé. Mais le Béninois qui ne sait pas si il a dit les 2 repas qu'il a droit au minimum par jour, il ne sait pas si j'ai pour aujourd'hui, demain, il ne sait pas comment demain serait. Lui, tout ça, là, ce que vous dites, ça ne l'intéresse pas. Hein. Lui, là, ça ne l'intéresse pas. C'est ceux-là qui sont intéressés. C'est les politiques qui doivent plutôt commencer par aider les populations à la base par rapport à cela. Si un élu se lève et dit « Ah, moi j'offre 1000 kits
C'est peut-être sûr que ça viendra d'un moment à l'autre, oui, parce que lorsqu'on parle aussi de 5 000 francs pour accéder au kit, ce n'est pas que vous débroussez une fois et puis le reste du temps, vous pouvez avoir accès. Et donc à la télévision numérique terrestre, c'est quand même déjà aussi un pas, même si tout le monde ne pourra pas accéder à la chose déjà à l'instant même où on en parle. Non, je pense que comme Émeric le disait tout à l'heure, il faut saluer cet effort du gouvernement qui quand même vient soulager la peine des populations. 18 000, c'est quand même énorme. Pour le Béninois moyen, c'est énorme. Ramener à 5 000, c'est un gros effort. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est ça le souci du Béninois d'aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le souci du Béninois d'aujourd'hui? C'est vrai qu'en faisant ça, le gouvernement permet à chaque citoyen d'avoir accès à l'information, au moins à l'information nationale, etc. Mais est-ce que c'est ça le souci? C'est quoi le souci? Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y ait des réformes qui touchent le panier de la ménagère. Parce que quand même pas dire rien ne se fait dans ce sens-là. Parfois, quand vous avez un certain standing de vie, un certain mode de vie, vous pensez que 5 000, on peut l'obtenir avec un tour de bras. 5 000, il y a des gens qui vont passer peut-être 3 mois à l'obtenir. Ce n'est pas chose facile. Et même quand il trouve les 5 000, il va trouver vraiment superflu d'aller prendre, le kit. Pour lui, c'est comment acheter 5 mesures de maïs, 2 mesures de gari pour survivre. Donc je pense que au-delà de cette mesure, le gouvernement doit continuer dans sa lancée, dans cette dynamique, en prenant d'autres mesures sociales qui vont permettre aux populations quand même d'avoir de quoi manger. Si par exemple on dit, vous savez, le maïs a pris, le prix du maïs a flambé. Si par exemple, moi j'entends que le gouvernement a pris une mesure pour subventionner le sac de maïs, vraiment, je serai le premier à le saluer ici. Donc, au-delà de favoriser la baisse du prix de ce kit, il faut également que le gouvernement pense à d'autres secteurs, ça va quand même soulager la peine des populations. Il faut manger pour regarder la télé. Je voudrais quand même reconnaître les efforts qui sont faits à ce niveau, surtout quand on parle du gouvernement en place dans le domaine du numérique. Et il y a plusieurs années déjà, on a chanté TNT, TNT, TNT. Finalement, c'est comme si c'est du sel dans l'eau. Et aujourd'hui, on a pu voir finalement ce sel-là recherché dans l'eau. Il faut saluer cet effort. Mais par ailleurs, et je ne conçois pas trop la formule utilisée par la directrice Kodia, qui a attendu d'abord la décision du Conseil des ministres avant de faire sa première sortie. Sinon, peut-être pour moi, c'est pour la première fois que je vois la directrice de SBIR, ou bien c'est SBIR, sortie pour se prononcer sur cette affaire. Alors que c'est un besoin. C'est quand même pas la première fois, il y a eu le lancement officiel et on a vu cette campagne qui a suivi. Sur la question, je parle beaucoup plus de la question du kit. Et le kit est un produit commercial et non un produit politique. Le fait d'aller loger les kits dans les communes, dans les mairies, les communes ou bien dans les mairies, si je ne me trompe pas, dans les communes, je pense que c'est beaucoup. Je ne sais pas quel. C'est un produit commercial consommé sur le marché. Vous mettez ça à la mairie. Je ne sais pas. Peut-être ils ont analysé, ils ont fait leur politique et que j'ignore beaucoup plus. Mais pour moi, c'est quand même pas bien de cette politique de choisir que les kits, alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas un centre commercial au niveau des mairies. Et combien de personnes, quand nous prenons chaque mairie, combien de personnes fréquentent nos mairies aujourd'hui? Les gens, même simplement le temps qu'ils vont passer à aller commencer, d'abord l'accueil dans nos mairies, dans nos administrations publiques, excusez-moi du peu, d'accord, ça repousse certaines personnes à dire, bon, j'irai là-bas d'abord, demander dans quel bureau ça se retrouve, et tu ne sais pas sur qui tu vas encore tomber là-bas. Alors que lorsqu'on met ça sur la place publique et que c'est un produit commercial, je sais que je vais acheter, il y a tout ce qui accompagne la relation publique, clientèle, hôtesse pour t'accueillir, présenter le produit comme il le faut. Et je ne vois pas
une mairie mettre tout ce dispositif-là pour accueillir la population. Parce qu'il faut commercialiser. C'est de l'argent que nous envoyons aux autres pour faire nos abonnements, acheter, ne serait-ce acheter les kits. On a beaucoup envoyé de l'argent. On aurait aimé mettre nos sous au pays, mais favoriser, il faut que les dirigeants ou bien les responsables à ce niveau puissent revoir cette politique d'aller faire loger les kits dans les mairies. Moi, je ne vois pas ce qui a guidé l'idée d'aller mettre... Merci à vous, Adam Kweteno. Oui, vous-même, vous l'avez souligné déjà dès le départ, qu'au début, on annonçait ce projet de la télévision numérique terrestre et on se demandait si ça allait être une réalité, mais par la force des choses, on a commencé par voir ne serait-ce qu'un début. Sûr que ce que vous posez comme difficulté sera au fil du temps réglé. On attend donc de voir, et c'est sur ce sujet qu'on va boucler donc sur ce numéro de la rubrique l'hebdo des éditorialistes. On n'a pas pu aborder donc la question relative à la libération donc de Ousmane Sonko au Sénégal. D'autres occasions nous permettront peut-être de revenir donc sur cette question. Autour de moi pour animer ce débat, j'avais avec moi Adam Kweteno, donc du quotidien La Primeur Info, également Stéphane Akhinokhosou de l'autre vision et Joël Émeric Alagbe de l'emblème du jour. Merci donc de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous nous retrouvons dans une semaine, toujours avec le même plaisir.